Tiens, papa, c'est un dessin pour toi. Oh, merci ma puce. C'est trop gentil ça. C'est toi que j'ai dessiné. Oh, misère. Je suis sûr que ça pourrait intéresser Tim Burton. La dernière fois que je me suis penché sur le cas d'un jeu vendu sur le service WiiWare, on se souvient de ce que ça a donné. Et j'en profite pour vous remettre cette musique dans la tronche. De rien, ça me fait plaisir. Il faut être sincère, même si ça part d'un bon sentiment, ce machin c'est vraiment une grosse déception. On y trouve généralement des jeux éducatifs qui ne font pas envie, des finitions graphiques torchées et des concepts un peu disparates qui ne sont pas non plus faits pour réellement inciter le joueur à s'éclater durant des heures. À part quelques rares bonnes surprises, on peut surtout considérer ce service comme une magnifique vitrine de ce qui se sera fait de pire en matière de gameplay et de concept durant les dernières années. Continuer de chercher des jeux qui peuvent valoir le coup dans ce merdier est une tâche qui ne m'intéresse plus tellement. Au lieu de ça, pourquoi ne pas se pencher sur le cas de vrais bons jeux qui méritent réellement une seconde vie? Pour ce faire, il n'est pas besoin d'aller chercher très loin. Alors oui, j'aurais pu vous parler de quelques-uns des excellents jeux que l'on peut trouver sur le PlayStation Network, comme Braid, Trine 2 ou encore Limbo. Oui, mais Limbo, il fait un peu peur. Hein. Mais le problème, sans que ce soit réellement un problème, est que la majorité des joueurs sont déjà parfaitement conscients de la qualité de ces derniers, et si c'est pour dire quelque chose qui a déjà été dit à maintes reprises auparavant, bon ben voilà quoi. Un tout petit peu à côté du bouton amenant le joueur sur le service WiiWare, on retrouve celui de la console virtuelle. Il est facile à identifier, notamment parce qu'il est écrit console virtuelle dessus, ça aide. Et là, attention les mirettes. La Neo Geo était une console facilement identifiable, notamment grâce à son logo qui donnait l'impression d'avoir été dessiné par un garçon de 4 ans. Ou par une fille de 4 ans. Elle était appelée en son temps, à juste titre, la Rolls des consoles. Non seulement elle coûtait la peau d'un genou, mais en plus elle en avait tellement sous le capot qu'elle faisait passer toutes les autres pour des trucs aussi puissants qu'un simple Game & Watch. Il est absolument hors de question qu'on évoque ici les caractéristiques de la bête. La majorité des gens s'en branlent, Moi le premier. et il est rappelé à toute fin utile que ce ne sont pas les caractéristiques qui font la console, mais bel et bien les jeux qui tournent dessus. Juste en guise d'exemple, souvenons-nous du tristement célèbre Amiga CD32 qui se présentait comme une bête de guerre, mais qui, sur sa très courte durée de vie, n'aura pas été foutu d'aligner le moindre jeu exclusif décent. Allez, pour vous faire une idée, la Neo Geo était un monstre de puissance, mais aujourd'hui, pratiquement toutes les consoles pour gamins font mieux. Ok, présenté comme ça ne donne pas trop envie. Autre appellation de la console, la reine des jeux de baston. Déjà à cette époque, c'était un peu le bordel général au niveau des suites. On a eu quelques séries particulièrement marquantes, dont certaines qui ont longtemps été considérées comme des références, mais il ne sera pas évident de départager toutes les versions tellement les différences étaient parfois minimes. Malgré ce détail, à l'époque, il était rare de voir de mauvais jeux sur cette machine. C'était l'arcade à la maison et la réalisation sans faille de la plupart des jeux suffisait à faire fantasmer les joueurs. Il faut tout de même savoir que cette console présentait un défaut, et pas des moindres, qui se présentait comme le vilain revers de la médaille. La qualité exemplaire des jeux proposés par la console avait un prix et celui-ci se plaçait souvent entre 1000 et 1500 francs, soit tout de même de 150 à 230 € environ. Ben on fait comme on veut, mais quand on vient de casquer une somme pareille pour jouer à un cours de jeu de bowling, ça fout un peu les nerfs. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle la console était une sorte d'utopie pour plus d'un joueur. On devait se contenter de voir les captures d'écran dans les magazines tout en essayant d'imaginer comment ça pouvait bouger pour de vrai. Il y avait bien la possibilité de jouer à ces jeux en salle d'arcade, mais évoquer tout ceci ne ferait que rappeler à certains combien ils sont devenus vieux depuis cette époque-là. La nostalgie, c'est le petit sentiment agréable qui nous rappelle des tas de vieux souvenirs. Généralement, on l'associe à des souvenirs positifs et c'est d'ailleurs pourquoi certains joueurs pensent que c'était mieux avant. Ce n'est pas que c'était réellement mieux avant, mais dans leur subconscient, certains moments sont ancrés de façon plus persistante que d'autres et le fait de leur remémorer des passages agréables de leur vie peut suffire à leur rappeler à quel point ils ont une enfance plaisante. Forcément, quand on parle du passé, on fait référence à l'enfance, donc à l'absence de vraies grosses emmerdes, comme le boulot, les impôts, la révision de la bagnole ou encore la liste des courses du samedi matin.
Exemple pratique, là si je vous balance d'un coup ce générique, il est fort à parier que certains d'entre vous se diront « Waouh, les Goomies, j'avais complètement oublié ça !» Ce qui serait invariablement suivi sur une vidéo normale du classique commentaire reprenant cette phrase et du tout autant indispensable commentaire « X personnes se souvenaient des Goomies » avec le X renvoyant vers le nombre de personnes n'ayant pas aimé la vidéo. Heureusement, nous ne sommes pas dans une vidéo normale. Voilà. Le lien entre la nostalgie et la Neo Geo est évident. Cette console, malgré un réel effort d'adaptation, ne survivra pas à l'apparition du support CD, et pour ainsi dire, elle disparaîtra du paysage vidéoludique, un peu comme les salles d'arcade fermeront peu à peu leurs portes avec le temps. C'est donc dans les souvenirs que cette console survivra, et c'est grâce à la console virtuelle que les joueurs ont maintenant l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir les formidables jeux qui sévissaient dessus. Qu'on se rassure, au moment de l'édition de cette vidéo, les jeux sont vendus au prix de 908 points, ce qui les rend immédiatement plus accessibles qu'à l'époque. Concernant le catalogue de jeux, on y trouve énormément de jeux de baston, dont rien que le nom suffira à témoigner de leur qualité. Globalement, mais ça n'engage que moi, je les trouvais très difficiles à prendre en main. Exception faite pour Samurai Showdown, ils demandaient tous pas mal d'entraînement et les coups spéciaux nécessitaient des combinaisons de boutons nettement plus élaborées que le classique arc de cercle rendu populaire grâce à Street Fighter 2. De toute façon, à quoi bon parler de jeux de baston à l'heure actuelle, sachant qu'on nous a visiblement proposé depuis un jeu qui semble être absolument intouchable tellement les gens s'offusquent dès qu'on a le malheur de dire qu'on le trouve mauvais. C'est vrai quoi, des arènes aussi variées, mince, 3 plateformes qui se baladent dans le ciel et un décor à vous retourner la gueule tellement il bouge vite, si c'est pas fait pour donner envie de jouer, ça... Donc au lieu de vous parler de jeux avec lesquels je me démerde mal, je vais vous présenter dans cette vidéo 2 jeux qui résument en mon sens parfaitement l'esprit général de la machine. Et en plus, comme il s'agit de 2 très bons jeux, avec un peu de chance, ça pourrait même vous donner envie d'y jouer, qui sait. Il est inconcevable de parler de la Neo Geo sans faire allusion à ce délirant jeu d'action. Il représente à lui seul la folie qui hantait l'esprit des développeurs, et pour un simple jeu dans lequel il fallait se contenter de zigouiller tout le monde, il regorgeait d'inventivité. Avant de se lancer dans le machin, il est bon de rappeler que l'on peut y jouer à 2, et que la Wiimote suffit, mais que la prise en main sera nettement plus jouissive avec une manette classique, ou mieux encore avec le Fighting Stick Wii, également connu sous le nom de Big Bad Motherfucking Manette qui explose toutes les autres. Comme la plupart des jeux de la console virtuelle, vous pouvez à tout moment avoir accès à un mode d'emploi en ligne dont la seule utilité sera ici d'évoquer le scénario qui est bizarrement totalement absent en cours de jeu. Pour les commandes, les jeux Neo Geo proposaient toujours un tutoriel en début de partie. Dans la série plus simple on peut pas, avec un bouton on tire, avec un autre on saute et avec le dernier on balance une grenade. Si, on peut faire plus simple. Dans le The Gremlins 2 sur Game Boy, il y a seulement 2 boutons qui servent. Ah ouais, mais c'était juste... Et puis dans Pac-Man, on n'utilise même pas les boutons, il y a que les flèches qui servent. Va te faire foutre. Originalité de cette version, il est possible de sauvegarder sa partie et ceci est suffisamment rare dans un jeu d'action pour être signalé. En plus de toutes les armes que vous pourrez ramasser au cours de votre périple, vous pourrez également grimper dans des véhicules de combat, les limaces de métal qui sont d'ailleurs à l'origine du titre du jeu, et ces derniers seront bien pratiques lors des affrontements contre les boss qui rentrent parfaitement dans la tradition du plus grand, plus beau, plus fort qui faisait fureur à l'époque. Peut-être vous souvenez-vous des pubs de la Neo Geo qui présentaient la machine comme faisant partie du monde de la perfection. Metal Slug, dans son genre, est plutôt représentatif de cet esprit. Parfois, on tombe sur des publicités mensongères. La publicité dit que le Coca-Cola Zero a le goût du Coca-Cola mais sans le sucre, alors qu'il faut bien se rendre à l'évidence, non, le Coca-Cola Zero n'a pas le même goût que son homologue normal. On a juste ajouté de l'aspartame et une publicité complètement conne en pensant que le consommateur n'y verra que du feu. Ben c'est raté. En revanche, quand la Neo Geo vous annonce qu'elle va vous en mettre plein la vue, bah là c'est du 100% authentique. Il suffit de voir le jeu en action. Les graphismes sont variés et magnifiques, les animations sont hyper nombreuses et chaque personnage a eu droit à un soin incroyable. Il suffit de voir les ennemis crever pour s'en convaincre. Ah, au cas où. Le jeu est proposé dans une version non censurée, donc autant se faire très vite à l'idée que le sang va pisser par hectolitre. D'un côté, ça contribue à en faire une expérience sensationnelle. En guise de rappel, parce qu'il faut bien comparer, sur le service WiiWare, on peut télécharger Contra Rebirth pour 100 points de plus que Metal Slug, mais que malgré ses qualités, il ne tient absolument pas la route face au fun, à l'accessibilité et à l'ambiance incroyable qui se dégage du jeu de la Neo Geo. Metal Slug, c'est 6 niveaux de pur bonheur, c'est de l'action à gogo, c'est des musiques et des bruitages qui vous foutent tout de suite dans l'ambiance, c'est des détails poussés à l'extrême, et c'est l'assurance de se flinguer le pouce à force de bourriner comme un malade sur le bouton de tir, sauf si bien sûr vous avez la Big Bad Motherfucking Manette qui explose toutes les autres.
Forcément, avec un auto-fire, les choses deviennent tout de suite plus faciles. Néanmoins, comme il est de bon augure de trouver des défauts au jeu, aussi réussis soient-ils, on pourra signaler qu'il est impossible de tirer en diagonale, c'est soit vers le haut, soit sur les côtés, même si parfois un tir part de travers sans qu'on sache trop pourquoi, que le jeu ne sauvegarde pas les scores, ce qui est plutôt dommage, et que certains sauts sont un peu pénibles à placer, notamment parce qu'ils se jouent à 3 fois rien. Perdre une vie parce qu'on est tombé dans un trou dans un jeu pareil, ça fout un peu les glandes. Sinon, que ce soit seul ou à deux, le jeu est sauvagement bourrin et il permettra de bien se détendre les neurones après une journée trop chargée en émotions. Si vous aimez le genre et si vous êtes d'un naturel nerveux, ce qui peut s'avérer bien pratique pour tirer en continu, ce jeu est fait pour vous. Le baseball n'a pas une cote de popularité particulièrement élevée en Europe. Les Français, de toute façon, dès qu'on sort du football, ils ne connaissent plus rien. Les Espagnols, eux, ils semblent n'avoir pas encore réalisé qu'on a changé de siècle. 2 fois. Les Écossais, ils se balancent des troncs d'arbres en travers de la gueule et ça semble les amuser. Restent les Anglais qui font quelques efforts car de loin, le cricket et le baseball peuvent présenter quelques similitudes. Je vous mets néanmoins au défi de regarder un match de cricket en entier. Bordel, un sport aussi chiant, ça devrait même pas exister. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis et au Japon, le baseball est suffisamment populaire pour justifier moult adaptations sur console. Forcément, si le handball était populaire dans ces deux pays, on aurait droit à des jeux de handball, mais fort heureusement pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Mine de rien, le baseball est un sport tout de même plus technique que ce que Wii Sport laissait penser, on voit ça tout de suite après une page de pub. Avant, je mangeais des poireaux et je faisais tout le temps des roux. Maintenant, je mange des navets et je fais tout le temps des pêches. Ouais, merci, ça ira. Clairement, les menus d'options, c'est pas le fort du jeu. Ils sont expédiés à une telle vitesse que parfois, on n'a même pas le temps de savoir ce qui se passe. Allez, en gros, c'est soit du joueur contre ordi, soit du joueur contre joueur. Autant le dire tout de suite, l'ordinateur est un vrai enfoiré qui risquera de vous écœurer. Vous l'aurez compris, Baseball Stars 2 se savoure avec un pote. On apprécie tout de suite la qualité graphique et, une fois de plus, le soin apporté aux différentes animations. La jouabilité demande son petit temps d'adaptation. Ce n'est pas au niveau des actions qu'on peut galérer, mais au niveau des directions. Alors qu'on se rassure, les personnages répondent au doigt et à l'œil, mais quand vous voudrez cibler une base, vous devrez appuyer sur la direction correspondant à cette base et non pas en direction de cette base. En pratique, si ce joueur veut envoyer la balle vers la première base, celle qui est à droite, il devra appuyer sur la flèche de droite, même s'il se trouve à droite de celle-ci et qu'intuitivement on aura appuyé sur la flèche de gauche. Si par malheur le joueur appuie sur la flèche de gauche, le personnage enverra la balle en direction de la troisième base et, logiquement, les flèches du haut et du bas cibleront respectivement les deuxième et quatrième bases. Ça semble un peu pénible au début, mais ce choix est finalement le meilleur et au bout de quelques parties, on se dit qu'il aurait été impensable de faire autrement. Juste pour expliquer les règles dans les grandes lignes à ceux qui n'y connaissent rien, les manches de jeu se font en 2 parties. En premier, vous tapez sauvagement dans la baballe, oui, comme au foot, sauf que la balle, elle est petite et qu'on tape dessus avec une batte, donc pas comme au foot, et vous essayez d'amener vos joueurs jusqu'à cette base pour marquer des points. L'équipe adverse essaiera bien évidemment de vous en empêcher. Dès que vous vous êtes fait virer 3 joueurs, soit parce qu'ils n'ont pas été en mesure de taper dans la balle, soit parce qu'ils se sont fait toucher par le joueur adverse qui avait la balle, ou soit parce qu'ils ne sont pas arrivés à atteindre une base avant la balle, oui, elle cause bien des soucis cette petite balle, on inverse les rôles et vous devenez... Oui, le receveur, c'est bien, ça commence à rentrer. Dans ce rôle, vous devez dans un premier temps lancer la balle. Décidément, elle est de partout. Là, vous avez le choix. Soit vous faites un lancer pépère au risque que l'adversaire la renvoie et se mette à avancer de base en base, soit vous mettez un petit effet avec le risque que votre receveur placé hors caméra ne la rattrape pas, ce qui aura pour conséquence de faire avancer automatiquement le batteur adverse si vous foirez encore de lancer, soit vous balancez carrément la balle dans la gueule du mec en face histoire de lui faire comprendre qui est le boss. Bon, c'est pas très malin non plus, puisqu'après ça, il pourra aussi gagner une base sans avoir rien d'autre à faire. On se doute bien que les bases ont un rôle stratégique nettement plus élaboré que ce à quoi on pouvait se douter avant. Ben d'ailleurs, si l'adversaire arrive à renvoyer la balle, vous devrez vous activer pour la rattraper. Si vous l'attrapez en l'air, c'est-à-dire avant qu'elle ne touche le sol, c'en est fini de lui et il se fait automatiquement dégager. C'est la règle. Dans le cas contraire, vous pouvez commencer à paniquer parce que pendant que vous mettez des plombes à ramasser cette foutue balle, lui, le batteur, ben il ne vous attend pas. En fait, il fait comme vous lors de la première manche. Il essaye d'aller le plus loin possible. Maintenant, imaginez la même chose, mais avec plusieurs joueurs sur le terrain, avec la gestion des joueurs en fonction de leur puissance, avec quelques options rigolotes pour gagner la partie, avec des animations de partout pour rendre le tout plus vivant, et avec quelques subtilités comme les joueurs qui se mettent à courir avant que le batteur n'ait dégommé la fameuse baballe, histoire de prendre un peu d'avance.
Ben voilà, vous êtes en plein dans Baseball Stars 2, un jeu qui semblait inintéressant de prime abord, mais qui pourra se révéler être incroyablement chronophage si vous arrivez à passer le cap des premières parties forcément pas évidentes. Le jeu est coloré, bien foutu, accessible, super marrant, et même si à titre personnel je préférais le tout premier, il faut tout de même reconnaître que pour tout joueur amateur de ce sport déjanté, faire mieux semble difficile, voire impossible, sauf si bien sûr on cherche une simulation réaliste, auquel cas, vous l'aurez compris, il vaudra mieux passer son chemin.